bienvenue à tous à Innsbruck. Dernière visite de l'année, donc peut-être, moi je suis prête, hein, je ne sais pas vous, voilà, avec une petite boisson. Innsbruck. Alors là, ça change des dernières visites, hein. On a de la montagne, de la montagne, de la montagne, hein. Voilà. Alors vous verrez, comme d'habitude, ce sont mes photos. Alors j'y ai passé l'an passé 2 jours. Alors vous voyez, un jour avec un très beau soleil et un jour avec vraiment un temps de chien, comme on dit si bien en français, hein. De la pluie, voilà. Donc bon, voilà, il y aura un peu de tout, mais bon, en même temps, hein, une ville alpine, hein, une météo qui change. Aussi, comme toujours, une grande subjectivité. Hein, donc, j'ai choisi les endroits que j'aime bien. Donc, vous verrez beaucoup de patrimoine. Et bon, j'espère pas vous décevoir, mais pas de ski. Et oui, pas de ski. Hein, je ne fais pas de ski. Mais bon, j'aime bien quand même grimper dans les montagnes. Hein, mais d'une autre façon, on le verra quand même. Merci à tous ceux qui ont rempli le formulaire d'inscription et qui ont répondu à la question très, très difficile. Pour toi, c'est quoi Innsbruck? Pour toi, c'est quoi Innsbruck? Ben oui. Alors, on penserait tout de suite au ski. Alors, certains pensent à l'Inn, le cours d'eau qui passe à Innsbruck, à la voie vélo qui le suit. Alors, certains parmi nous vivent dans le Tyrol. Alors, je ne dirais pas qui, hein, par souci bien sûr, de vie privée. Hein. Mais alors, pour ces personnes-là, Innsbruck, du coup, c'est la grande ville. La grande ville, bah oui, la capitale du Tyrol. Certains pensent au Tyrol plus moderne avec Zaha Hadid, l'architecte, que l'on verra aussi pendant la visite, et le funiculaire qui monte sur la Nordkette, la chaîne nord, une des chaînes des Alpes qui se trouve au nord de la ville, enfin qui ferme la ville au nord. Et bien sûr, on pense au ski, aux montagnes. Alors oui, Innsbruck est très sportive, traditionnelle et aussi moderne. J'espère vous montrer tout ça pendant la visite. Alors, vous m'avez, je pense, entendu, je n'ai pas fait attention, mais parfois je dis Innsbruck en bon français et parfois je dis Innsbruck en allemand presque parfait. Hein. Voilà, hein, parce que la prononciation est différente, mais bon, maintenant, vous me comprendrez. Hein. Je ne sais pas de quoi vous avez l'habitude, mais c'est vrai que depuis que je vis en Autriche, j'ai pris l'habitude de dire Innsbruck aussi. Alors, pour ce qui est de la géographie, alors là, nous sommes bien à l'ouest de l'Autriche. Hein. On était restés, nous, jusque-là, dans le gros paquet, comme je dis d'habitude. On a fait la Basse-Autriche, la Haute-Autriche et la région de Salzbourg. Et là, maintenant, on est vraiment, vraiment vers l'ouest, hein, dans le Tyrol. Hein. Le Tyrol, qui a sa frontière nord avec l'Allemagne, la Bavière, et la frontière sud avec l'Italie. Hein. Donc, une région très intéressante, hein, entre deux mondes presque. Enfin, je ne veux pas trop exagérer, mais quand même deux mondes assez différents culturellement. Alors, très, très long. Et aussi, le Tyrol, quand même, c'est important, je pense à dire, a une identité très forte. Hein. Alors, on aime le dire, ça fait folklorique, surtout pour les touristes, hein, parce que c'est quand même la première région touristique d'Autriche, première région touristique. Hein, et je ne sais pas vous, bon, moi, je viens de Bourgogne, donc c'est pas si loin. Et je connais énormément de gens, bon alors plutôt de la génération de mes parents, c'est vrai, mais quand même, je connais beaucoup de gens qui sont allés dans le Tyrol. Et donc, forcément, on retient voilà, les montagnes, le folklore, etc. Et c'est vrai quand même que l'identité est assez forte. Hein. Le dialecte aussi est assez fort. Hein. Alors, pour préparer la visite de ce soir, j'ai regardé les notes que j'avais prises l'année dernière à Innsbruck et j'avais noté dans un café, bon, je n'étais pas énervée, mais quand même j'avais noté que si j'avais appris l'allemand à Innsbruck, j'aurais certainement amélioré mon anglais. Hein, parce que c'est vrai que ce n'est pas simple quand même. Hein, c'est pas simple quand même. Bon, après, quand on est touriste, hein, ça va. En plus, voilà, si on a un accent sympathique, voilà, ça passe, ça passe. Hein.
mais c'est vrai qu'il faut quand même se concentrer. Alors, à Innsbruck, donc, nous sommes bien dans les montagnes, hein, vraiment au cœur des Alpes, dans les montagnes, mais aussi au bord d'un cours d'eau, voyez, très très long, qui viendra à Passau, en Allemagne, se jeter dans le Danube, c'est l'Inn. Donc, voilà, nous sommes dans la vallée de l'Inn. D'où le nom de la ville, Innsbruck, Brook de d'Ibruck, le pont sur l'Inn. Pas très original, mais au moins c'est pratique, voilà, hein, le pont sur l'Inn. Alors, une ville donc alpine, et ce qui est intéressant pour le côté français, c'est que la ville est jumelée à Grenoble, autre grande ville des Alpes. Hein, voilà pour ce qui, je trouve, est assez intéressant. Le blason de la ville. Alors, on a vu des blasons pendant nos visites confinement et post-confinement. Là, je pense qu'on tient le blason le plus original. Alors là, voilà. Si vous trouvez ce que c'est sans savoir, il faut être très fort. Je pense que c'est quasiment impossible. Il s'agit du pont, enfin un pont qui a disparu, un pont du Moyen-Âge qui traversait l'Inn. Et ce pont ici, vous allez me dire, c'est bizarre le dessin du pont. Il est vu du ciel. Hein, nous sommes devant un pont vu du ciel. Voyez. Alors, on peut même voir le courant, hein, voyez, par rapport à la forme. Donc, le courant arrive du dessus, hein, l'eau, hein, voilà, la rivière. Voilà. Donc, voilà pour les armes d'Innsbruck. Je voulais vous les montrer parce que quand même, moi, je trouve qu'elles peuvent avoir le prix de l'originalité des armes autrichiennes, hein, des blasons de villes autrichiens. Alors, une question serait sûrement, quand aller à Innsbruck? Ah bah oui. Bah alors là, ça dépend vraiment de vos centres d'intérêt, hein, parce que bien sûr, si vous voulez y aller pour le ski, alors il faut y aller les mois d'hiver. Il faut bien sûr, si possible, au mieux, bien regarder les prévisions météorologiques pour le ski. Après, c'est une ville aussi charmante à la belle saison, vraiment. Une ville magnifique qu'on va voir ce soir. Et on peut aussi faire de superbes randonnées. Hein. Donc, je dirais, on pourrait presque tout le temps y aller. Bon, l'automne et puis la fin de l'hiver, bon, c'est moyen. Hein. Vous verrez, moi, j'y suis allée en mars. C'est un peu triste, mais bon, après, c'est toujours aussi un peu une question de hasard. Combien de temps y rester? Moi, je dirais quand même au moins 2 jours. Hein, au moins 2 jours. Moi, j'y suis restée 2 jours. Alors, vous savez que j'aime beaucoup le patrimoine, j'ai fait beaucoup de visites, mais du coup, je n'ai pas eu le temps de refaire de randonnée. Donc, voilà. Donc, j'étais aussi un peu déçue. Bon, je n'avais pas le choix. Donc, je dirais 2 jours vraiment minimum. Hein, le mieux, c'est quand même d'en profiter plus longtemps. Comment y aller? En train, 4h à 4h15. Très, très rapide. Très, très rapide le train. Hein. Il y a eu quelques années des travaux effectués jeudi. J'ai des amis qui ont travaillé sur le projet, donc c'est un clin d'œil. Alstom a travaillé sur les rails. Hein, et donc, du coup, le train est beaucoup plus rapide. Hein. Tous les Tyroliens étaient très ravis, surtout ceux qui habitent à Vienne, pour rentrer le week-end. Hein. Donc, 4h, 4h15. En voiture, c'est minimum 4h20 parce qu'on passe avec l'autoroute par l'Allemagne. Hein. Donc, ça dépend. Hein, surtout, bon, en ce moment, je crois qu'il n'y a pas vraiment de contrôle, mais bon, ça dépend. Si vous décidez de ne pas passer par l'Allemagne, mais par l'Autriche, comptez 1 heure de plus. Mais ça doit être très sympathique pour les paysages. Alors, j'ai aussi noté quand même côté financier, côté pécunier, Innsbruck, c'est un peu cher. Ah bah, ville des Alpes, hein, donc les hôtels, c'est quand même un peu cher. Donc, j'ai aussi noté le mieux d'avoir des copains sur place hein, pour nous héberger, voilà. Ou bah, sinon, compter un budget alpin, voilà. Hein. Parce qu'entre les remontées mécaniques et compagnie, ça peut faire un peu cher. Voilà. Et alors, Innsbruck, 5e ville d'Autriche, avec plus de 132 000 habitants et 30 000 étudiants à l'année. Hein, donc, une ville étudiante très, très conséquente, hein, quand même 30 000 étudiants. Un lieu stratégique, nous sommes donc au bord de l'Inn, ce très grand fleuve, et aussi sur le col du Brenner, un lieu stratégique qui avait été déjà exploité par les Romains hein, pour faciliter les transactions avec
la partie nord des Alpes, hein, le col du Brenner. Voilà. Donc, une occupation de la ville très, très ancienne. Alors, région autrichienne, enfin plutôt déjà sous la domination des Habsbourg depuis très, très longtemps, depuis 1363. Alors, je vous le dis parce qu'on va le revoir, il y a des choses intéressantes autour de ça, hein, une forme de vénération. Voilà, la date, voilà, quand le Tyrol a rejoint l'Autriche, voilà, on fête ça régulièrement. Alors, maintenant, il est temps quand même, vous allez dire, bon, elle a bien parlé, voilà. Hein. Alors, pont couvert. Ah oui, je vois la question, Jean-Yves. Le pont était-il couvert sur le blason? Ah ben ça, je ne peux pas te dire. En fait, la forme, il est vu de dessus, vu du dessus. Alors, je ne peux pas dire dans les informations, je ne me suis pas très, très informée sur le pont. Je n'ai rien lu de couvert. Après, vu l'époque, il devait y avoir au Moyen-Âge, il y avait toujours des petites maisons, des cabanes, des commerces, hein, sur les ponts. Ils étaient toujours habités. S'il était couvert, ça, je ne peux pas te dire, je n'ai pas vu l'information. Mais là, la forme comme ça en triangle, en fait, ce que l'on voit avec des dessins de pierre, c'était les piliers du pont, hein, parce qu'on le voit de dessus. Hein. Et donc là, la forme en triangle, en fait, c'est la forme sur laquelle arrivait le courant. Hein, voilà, pour faire une plus grande stabilité pour le pont. Voilà. Alors, on commence notre petit périple. Alors, voyez, la gare est à côté. Alors, on peut tout faire à pied. Hein, franchement, si vous décidez de rester à Innsbruck, on peut tout faire à pied. Même pour aller un peu plus loin dans la région, il y a un super service de bus qui part de la gare. C'est incroyable. Hein. Donc, si vous n'avez pas de voiture ou que vous ne souhaitez pas louer de voiture, ne vous en faites pas, vous pouvez profiter du Tyrol. Et puis, il faut en profiter quand même, hein, surtout là, cette année, hein, profitons-en. Alors, on va commencer par une arrivée triomphale. Et oui, on commence par l'Arc de Triomphe, hein, vous voyez, à 2 pas de la gare. Voilà, l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Alors, on me dirait, alors, si le temps est un peu maussade, il fait un peu triste l'Arc de Triomphe, bah oui, mais parce qu'il a de très, très belles pierres de la région. Ah oui, bah, on n'est pas à Vienne, hein. Vienne où tout est en briques. Hein. Là, on est quand même dans une région montagneuse, donc on a les belles pierres, voilà. Et on verra ça sur plusieurs bâtiments. Alors, un arc de triomphe qui a été construit en 1765. Alors, 1765, pour qui? Bah, Marie-Thérèse. Bah, bien, oui, bah, à l'époque, hein, on a dû partout en Autriche, hein, des constructions pour Marie-Thérèse. Donc là, on n'y loupe pas. Alors, ce n'était pas que pour Marie-Thérèse. C'était pour l'accueillir, elle et bien sûr son mari, François-Étienne, à l'occasion du mariage de leur deuxième fils, l'archiduc Léopold, qui plus tard est d'ailleurs devenu empereur. Hein. Voilà, alors le mariage qui avait lieu curieusement à Innsbruck et pas à Vienne. Alors pourquoi? Eh bien, il se trouve que le beau-père de la mariée, Maria Ludovica d'Espagne, voilà, c'était un mariage bien sûr arrangé, hein, donc bon, on s'entendait pas. Bon, là, c'est le mariage, on s'entend, mais quand même, de là à aller dans la capitale de l'ancien ennemi, non. Donc, on a trouvé un compromis. On fait le mariage à Innsbruck. Voilà. Donc, on fait des constructions comme l'Arc de Triomphe, hein, pour l'arrivée. Alors, il se trouve que pendant le mariage, alors le mariage a duré bien sûr longtemps, hein, au 12e jour, drame, François-Étienne meurt. Et oui, le mari de Marie-Thérèse meurt pendant le mariage de son fils, voilà, au 12e jour. Alors, c'est triste. Alors, l'Arc de Triomphe, il se trouve qu'il y avait tellement à faire qu'il n'était pas vraiment terminé. Il n'était pas comme ça. En fait, ils n'avaient pas assez de temps pour finir les sculptures, donc c'était du bois avec du plâtre. Donc, l'occasion, du coup, de transformer l'arc en arc commémoratif pour François-Étienne. Donc, si on s'approche, on voit des têtes tristes. Hein. Voilà, l'Arc de Triomphe est plutôt triste. Hein. Voilà, des femmes voilées. Voilà. Là, voilà, on pleure sur l'Arc de Triomphe. Voilà. On montre le deuil. Voilà, parce que du coup, on l'a terminé après le deuil, malheureusement. Alors, un arc, vous voyez, si on est dans la rue, c'est magnifique, avec derrière les montagnes. Et suivant l'angle de vue, qu'est-ce qu'on voit au milieu?
je pense que vous connaissez tous de réputation, hein, c'est le tremplin pour le saut à ski olympique, hein, qui avait été construit pour les Jeux olympiques d'Innsbruck. Alors, le tremplin, je ne l'ai pas visité la dernière fois, mais on peut le visiter. Je me rappelle, enfant, avec mes parents, l'avait visité. Hein. Donc, voilà. Après, ça, là, par contre, il faut quand même un peu marcher. Hein. Ça a l'air un peu près, mais voilà, c'est juste... mais voilà, aussi à visiter. Et puis, ouais, ça permet d'appréhender plus le sport d'Innsbruck. Voilà. Alors, on est à l'arc, et puis là, quand même, voilà, on va arpenter. Eh bien, on continue sur Marie-Thérèse. Maria Theresienstraße, voilà, un des axes principaux d'Innsbruck, une des plus belles rues, une rue très commerçante, voilà, donc où on rencontre des touristes et des locaux qui viennent se retrouver, faire des emplettes, voilà, sur donc l'avenue Marie-Thérèse, la Maria Theresienstraße. Alors, ben, comme toutes les avenues Marie-Thérèse, hein, elle est quand même assez chic. Hein. Bien sûr, on a des palais. Et on a vu de l'autre côté, encore sur les Alpes, sur la Nordkette, la chaîne du Nord. Alors là, des immeubles, par contre, plus anciens qu'à Vienne. Ah oui, hein. Il n'y a pas eu les bombardements de Vienne. Et puis aussi une grosse reconstruction au 19e siècle. Donc là, on a des bâtiments de toute époque, hein, du 16e, 17e siècle à très récemment. Hein, vous allez voir, c'est vraiment très, très agréable. Et tout se mélange bien. Tout se mélange bien. Ah oui, et puis, bien sûr, on se rappelle toujours qu'il y a du ski. Moi, je ne suis pas trop habituée à aller dans des villes de ski, donc je trouvais ça amusant dans la rue, vous balader. Alors, ici, on n'a pas ses rollers et son skate, hein, mais on a ses skis et son snowboard. Hein, ouais. Alors, des petites églises, voilà, qui donnent sur la rue. Hein, là, la très belle Serviettenkirche, qui a des fresques en plus sur la rue, quand même magnifiques, hein, très bien conservées. Là, on a bâtiment d'une autre époque, voilà, bleu, plutôt joli. À gauche, un bâtiment très moderne, mais qui a une architecture aussi très intéressante. Et puis à droite, on a l'impression que le balcon est pris par les oiseaux. Hein, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, enfin, tous les rebords de fenêtres. Alors là, c'est la curiosité locale. Ce sont des faux. Voilà, une petite sculpture, voilà. Des petites sculptures un peu partout. Donc, vous voyez, très dynamique, hein, les façades de la Maria Theresienstraße. Voilà, les petits oiseaux. Ah, donc, c'est une ville où il y a quand même beaucoup aussi de constructions modernes. On verra. Voilà, là, vous voyez, au milieu. Alors là, ça a l'air un peu froid, mais ça se mêle bien avec l'ensemble. Voilà. Et bien sûr, très beau palais baroque. Hein, là, c'est le premier palais baroque, le plus ancien, qui est aujourd'hui, excusez-moi, oui, c'était le palais, voilà, palais Fugger-Taxis. Voilà. Et je voulais vous en parler, palais Fugger-Taxis, parce que c'est le plus ancien palais baroque, le premier. Aujourd'hui, il y a le musée d'art moderne, qui est pas mal, hein, quand même, qui est pas mal. Et puis, surtout, il a ensuite appartenu à la famille Taxis, enfin plutôt Tourné-Taxis, von Tourn-und-Taxis, qui est la famille qui a eu le privilège de faire la poste dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne et l'Autriche, service de la poste. Hein. Donc, une famille qui a fait fortune, voilà, dans la poste. Et du coup, là, c'était leur palais, le palais où la famille vivait, mais où il y avait aussi poste, hein, bon, poste à l'époque, hein, avec les chevaux, hein, pas avec nos postiers d'aujourd'hui, au rez-de-chaussée. Hein. Donc, ça, c'est assez original. Hein. La très belle demeure qui servait aussi à travailler. Hein. Alors, j'y reviendrai plus tard, puisque cette famille, gérante des postes, vivait beaucoup à Innsbruck. Alors, on a aussi des petits passages très, très sympathiques. Alors, suivant la météo, ça peut être aussi très, très pratique. Voilà. Et vous voyez, des bâtiments vraiment d'un autre genre. Hein, là, on est dans une symbiose d'art déco, voilà, des années, oui, une symbiose d'art déco. Et puis, à droite, vous voyez, alors là, quelque chose plutôt
avec un mélange d'art nouveau. Si on s'approche, ah oui, bah là, il était plus tard. Hein, vous voyez, j'y suis retournée dessus. On a une très belle mosaïque de la Vierge. Voilà, donc, quand même, un très beau mélange. Une autre petite église, vous voyez, toujours avec cette pierre de la région, mais avec aussi de la peinture rose. C'est original. Un autre palais, voilà, le palais Trappe, voilà, un des plus beaux palais du XVIIe siècle de la rue. Et aussi, en plein milieu, parce que la rue, enfin l'avenue plutôt, hein, est assez large. Hein, et en plus, elle est piétonne. Hein, donc, on a vraiment le temps de bien tout admirer. Et au milieu, on a une colonne. Alors, on dirait, oui, bah, quand on est en Autriche, on a l'habitude de voir des colonnes au milieu des rues. Hein. Alors là, cette colonne, ce n'est pas une colonne de la peste, hein, ni une colonne de la Trinité. C'est une colonne pour Sainte-Anne, la colonne de Sainte-Anne, qui date de 1703 et qui est là pour fêter le départ des envahisseurs bavarois. Et oui, parce que les Bavarois, régulièrement, voulaient récupérer le Tyrol. Mais le Tyrol, et ça, ils en sont fiers, ils ont réussi plusieurs fois à repousser les Bavarois. Et donc, cette année 1703, ils ont mis fin à cette tentative d'envahissement le jour de la Sainte-Anne. Donc, on a une Sainte-Anne. Donc, voilà, un premier appel de cette force tyrolienne contre les envahisseurs. Et vous allez voir qu'on va en voir plusieurs. Voilà. Sainte-Anne. Alors, Sainte-Anne, pour la petite anecdote, on peut facilement la reconnaître avec sa lune. Elle est très souvent posée sur une lune. Bon, alors, elle était peut-être aussi rêveuse, hein, mais bon, voilà, c'est son symbole, la lune. Voilà. Ah, très belle vue hein, depuis la Maria Theresienstraße. Alors, je vous propose eh bien, qu'on continue. Vous voyez, au bout, il y a encore une rue. Ça devient plus étroit. Plus étroit, oui, parce qu'on rentre dans la vieille ville. Donc, on va continuer avec la Herzog-Friedrichstraße. Et on entre vraiment dans la vieille ville. Alors, ça devient très étroit. Et comme c'est très étroit, qu'il y a besoin de lumière, on a une architecture qui date de la Renaissance, hein, des bâtiments du XVIe siècle, bon, un peu remaniés, mais qui ont gardé leur forme du XVIe siècle ou du XVIIe siècle, avec, vous voyez, ces fenêtres qui s'avancent pour plus de lumière. Hein. C'est assez original. Hein. On n'en voit pas trop en Autriche. Voilà. Et encore des bâtiments très, très, très beaux, avec des peintures, voilà, et ces fenêtres originales. On a aussi un aspect romantique. Voyez, on a un chevalier là, voilà, ou un amoureux qui se cache dans un coin de rue. Encore de très beaux bâtiments. Hein, vous verrez, c'est magnifique. Hein, là, c'est le vieux Innsbruck, c'est magnifique. Il y a beaucoup de terrasses, on peut prendre un verre partout. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur les terrasses. Quelle que soit la météo, enfin, ou plutôt la température, hein, vraiment, on reste à l'extérieur à Innsbruck. Alors, des bâtiments, vous voyez, on a peu l'habitude d'en voir ce genre d'immeuble, hein, je trouve. Hein, mais là, on est sur la fin gothique, début Renaissance, hein, 16e siècle. Hein. Donc, vraiment, des bâtiments très, très anciens. Voilà. Et devant, même plus anciens, devant cette maison-là, qui s'appelle la maison Trautson, on a même une fontaine qui est un réemploi de l'époque romaine. Hein, comme souvent, hein. Souvent bon, on prenait les pierres des édifices romains pour faire les maisons, mais parfois, hein, on gardait les belles choses pour faire de belles choses. Hein. Voilà, donc là, une fontaine de l'époque romaine. Et encore de jolis passages. Hein, vous voyez, c'est vraiment très, très, très mignon. Alors, des rues, hein, comme je dis, quand même aussi très, très étroites, mais toujours colorées et avec de grandes fenêtres. Alors, au bout, ah bah oui, au bout, qu'est-ce qu'on a? Bah, la star d'Innsbruck, le petit toit d'or. Hein. Star d'Innsbruck est symbole de la ville. Hein. Sur les timbres, hein, sur beaucoup de représentations, on a le petit toit d'or, le Goldenes Darl. Voilà, le petit toit d'or. Alors, un mélange intéressant à la fois d'architecture gothique et d'avancée Renaissance.
Ah oui, bah on est entre l'Allemagne et l'Italie. Hein. L'Italie arrive, voilà, donc des inspirations italiennes. Alors, l'immeuble, malheureusement, a été refait vraiment toute la partie supérieure au 19e siècle. Mais voilà, on a quand même toujours gardé la partie du toit et enfin, toute la partie aussi sous le toit d'origine. Alors, vous voyez, hein, vraiment de l'architecture gothique, de la sculpture gothique, hein, comme on a tous ces corps très serrés, voilà. Et puis à l'intérieur, une loggia italienne avec des fresques. Voilà. Alors, un mélange vraiment, si on aime l'art, assez original. Assez original. Et un toit d'or, voilà, un toit d'or. Mais est-ce que c'est de l'or? Eh bien non, bien sûr que ce n'est pas de l'or. Hein. C'est du cuivre doré. Mais il y a beaucoup de plaques. 2557 plaques de cuivre doré. Et ça a de quoi attirer l'œil et attirer les photographes. Hein, parce que là, dis donc, ça mitraille, ça mitraille. Alors, pourquoi ce petit toit doré, tout seul, comme ça? C'est quand même un peu curieux. Hein. Eh bien, c'était pour faire une loge d'honneur pour Maximilien Ier. Alors, Maximilien Ier, première grande star d'Innsbruck que l'on va voir ce soir, Maximilien Ier. Un empereur Habsbourg, donc régnant sur l'Autriche, mais aussi empereur du Saint-Empire romain germanique. Hein, ce grand ensemble qui, on va dire, grossièrement correspond à l'Allemagne actuelle et puis les possessions des Habsbourg d'Autriche. Hein, pour faire un peu simple, mais ce n'est pas si simple. Enfin voilà. Empereur, voilà, et empereur qui est justement qui vit fin 15e siècle, donc vraiment à la jonction entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Et c'est pour ça qu'il est très connu, Maximilien Ier. Bon, déjà, à cette époque, l'Empire était très riche. Et puis, il y avait donc ces constructions Renaissance, des collections d'art aussi intéressantes. Hein. Voilà, donc l'Autriche commence à devenir très, très célèbre. Et puis, surtout, là, je dois dire, alors vous allez dire, oui, Amélie, son côté bourguignonne, oui, mais quand même, pourquoi un si grand succès de Maximilien Ier? Eh bien, par le mariage du siècle, ou plutôt même du millénaire, mariage avec Marie de Bourgogne, qui était l'héritière vraiment d'une très, très grande puissance alors, qui était bien plus grande que la Bourgogne actuelle, hein, qui allait jusqu'aux Flandres. Voilà. Donc, premier mariage avec Marie de Bourgogne, fantastique. Donc là, vraiment, Maximilien Ier vraiment devient beaucoup plus puissant en Europe. Mais Marie de Bourgogne meurt très jeune d'un accident dramatique de cheval. Alors, il cherche une deuxième femme. Alors, c'est le petit toit doré, c'est toujours pas pour elle. Hein. Alors, sa deuxième épouse, je le mentionne parce que je sais qu'il y a des Bretons parmi nous, c'était Anne de Bretagne. Alors, le mariage n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 1 an. Mariage, provocation, bien sûr, au royaume de France. Hein, mais bon, après, Anne de Bretagne a dit, bon, finalement, allez, je vais quand même épouser un roi français. Et puis, elle en a même épousé 2, hein, Charles VIII et Louis XII. Mais voilà, 1 an quand même mariée avec Maximilien Ier. Et bon, après ce mariage court et puis infructueux, 3e mariage. Voilà. Et c'est pour ce 3e mariage que Maximilien fait construire le petit toit. Mariage avec Blanche-Marie Sforza. Sforza, famille de Milan, d'Italie, de Milan. Et on n'est pas si loin de Milan quand on est à Innsbruck, hein, d'où le choix de cet accueil, voilà, et d'une présence plus importante de Maximilien à Innsbruck. Alors, à l'intérieur, on a un petit musée sur Maximilien Ier. Je n'ai pas eu le temps de le visiter, donc je ne peux pas vous dire si c'est intéressant. Mais bon, voilà, je vous le dis quand même, si vous êtes intéressé par Maximilien, pourquoi pas y rentrer. Alors, on continue. Donc, alors, on voit toujours dans la Innsbruck impériale, on prend à droite dans une toute petite rue, très étroite, et on ne s'y attend pas, mais on tombe sur la Hofburg d'Innsbruck. La Hofburg d'Innsbruck. Voilà. Alors, principalement du XVIIIe siècle. Bon, elle a été comme toutes les Hofburg, hein, donc demeure impériale des Habsbourg, reconstruite et reconstruite. Bon, alors là, surtout, on est quand même du temps de Marie-Thérèse.
Hein. Elle avait fait les travaux pour le mariage de son fils, Léopold. Ah oui. Donc, c'est là que les festivités aussi se sont produites, mais c'est aussi là, malheureusement, qu'est décédé son mari, et oui, qu'est décédé François Étienne. Alors, voilà, un gros quartier, la Hofburg. Vous voyez tout ça, c'est la Hofburg, avec, bien sûr, vue sur les Alpes. C'est plutôt sympa. Alors, à l'intérieur, la visite, vraiment, si vous aimez bien visiter des intérieurs de palais, de châteaux, il faut y aller. C'est magnifique. Par contre, on ne peut pas prendre de photos, donc vous ne verrez rien de l'intérieur. Alors, imaginez-vous. Mais vraiment, si vous y êtes et que vous avez le temps, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment très, très beau. On a une très, très, très grande salle, d'ailleurs, qui s'appelle la salle des géants, ou la salle géante, la Riesensaal, où on a toute la famille de Marie-Thérèse peinte en grands portraits. Voilà. Alors, tout autour, la salle est gigantesque. Vous avez des énormes portraits de toute la famille. Ce qui est intéressant, parce que habituellement, dans ces grandes salles, on mettait plutôt en vedette les ancêtres pour montrer qu'on venait d'une famille importante. On aimait bien mettre les ancêtres célèbres. Mais Marie-Thérèse, avec elle, c'est différent. Parce qu'avec son mari, ils fondent une nouvelle dynastie, les Habsbourg-Lorraine. Et donc, ils préfèrent mettre en avant leur famille. Et pour le coup, il y a du monde, parce qu'avec 16 enfants, il y a de quoi mettre des portraits sur les murs. Les enfants, les petits-enfants, ça fait beaucoup de portraits. Donc, imaginez-vous une énorme salle avec des portraits, de très grands portraits, dont un de Marie-Antoinette avec Louis XVI. Donc, c'était pour montrer aussi la nouvelle dynastie. Et puis, une dynastie déjà bien établie, parce qu'avec le système des mariages, quand on fait le tour de la salle, on a toute l'Europe. Si vous regardez les origines des épouses et des maris, vous dites, ils étaient partout. En une génération, en une famille, ils sont mis vraiment partout en Europe. Alors, à la Hofburg, il s'est aussi passé des événements très, très intéressants. Donc, Marie-Thérèse, malheureusement, le mariage du fils et le décès du mari. Mais on a aussi d'autres événements bien intéressants. On a, par exemple, en 1809, l'occupation par la deuxième grande star du Tyrol, Andreas Hofer. Andreas Hofer, le rebelle tyrolien, le rebelle, le martyr, le libérateur, cet homme. Alors, c'était un aubergiste, mais qui ne supportait, un aubergiste patriote, et qui ne supportait pas, donc, l'envie de la Bavière de prendre le Tyrol. Alors, tout ça, je vous ai dit 1809, enfin plutôt même avant, ça a commencé en 1805. Ça a commencé comment? Par les guerres napoléoniennes. Eh oui, par les guerres napoléoniennes. Donc, bien sûr, viser sur le Tyrol, viser sur Innsbruck. Les Bavarois en profitent, et veulent prendre Innsbruck. Et Andreas Hofer, l'aubergiste, il monte une milice. Et une milice sérieuse, avec des paysans et, comme on dit, des va-nu-pieds. Des gens sans grands sous, mais très patriotes, et qui font une très, très forte résistance aux Bavarois. Très, très forte. Voilà. On parle de rébellion, et on parle plutôt de rébellion, exactement. Et alors, une rébellion sur laquelle s'est beaucoup appuyé l'empereur Habsbourg de l'époque, parce que lui, il était à Vienne, affaibli, et c'était bien pratique d'avoir ce monsieur Hofer avec sa petite milice sur place, sa milice très, très forte sur place pour protéger le Tyrol. Et donc, il est devenu le symbole d'indépendance du Tyrol. Et pendant 3 mois, il a tenu les rênes du Tyrol avec sa milice depuis la Hofburg. Carrément, il s'est dit, autant résider là où il fait bon vivre. Donc, il s'était établi dans la Hofburg. Alors, ça n'a pas duré, puisqu'en 1809, défaite de l'Autriche face à Napoléon. Alors, encore, rébellion des Tyroliens, mais quand Napoléon envoie ses troupes, rapidement quand même, il y a rébellion, il y a résistance, mais les troupes napoléoniennes
reprennent le Tyrol. Andreas Hofer s'échappe, mais il est quand même récupéré. Et puis après, il sera fusillé à Mantoue, si je ne me trompe pas, enfin en Italie. Voilà. Donc voilà, une histoire importante, mais aussi un peu triste. Alors après, encore un moment important de l'histoire autrichienne, 1848. 1848, grosse révolution à Vienne. L'empereur a peur, hein, c'est une révolution comme on n'en a jamais vu, beaucoup de monde dans les rues. L'empereur a peur, il quitte Vienne pour s'installer à Innsbruck, à la Hofburg d'Innsbruck. Hein. Et l'empereur de l'époque, c'était Ferdinand Ier. Et c'est dans les murs de la Hofburg que Ferdinand Ier abdique en faveur de son neveu François-Joseph. Hein, donc, vous voyez, c'est quand même pas rien ce qui s'est passé dans la Hofburg. Et alors, un peu plus tard, l'hôte des lieux, eh bien, c'est un des frères de François-Joseph, c'est mince, c'est Karl. Ça y est, je ne me rappelle plus. Celui qui était un peu amoureux de Sissi. Karl Ludwig, voilà. Karl Ludwig s'installe ici. Puis alors voilà, on dit oui, à un moment, il devait être amoureux de sa belle-sœur, Sissi. En tout cas, ils étaient très, très amis. En fait, c'est plutôt ça. Ils étaient très proches, très amis. Leur amour, on ne sait pas. Mais bon, comme il aimait bien Sissi, il a refait une partie des appartements pour sa belle-sœur. Alors, c'est très intéressant. Moi, je trouve qu'il faut le visiter parce que c'est original, mais moi, j'ai trouvé ça très moche. On a de la moquette et des soieries turquoises. C'est un peu agressif pour les yeux. Ah, mais bon, ça mérite quand même un prix d'originalité de décoration intérieure. Ça, c'est sûr. Et donc, à l'intérieur, on visite quand même 40 salles. 40 salles à visiter, très belles œuvres d'art, de très beaux intérieurs, hein, bien conservés. 40 salles sur 440, hein, pour vous donner une idée de l'ampleur de l'édifice. Voilà. Hein. Donc, quand même, il s'est passé pas mal de choses ici. Alors, on poursuit notre visite. Alors, la visite, par contre, de la comptez quand même au moins 1 heure. Je me souviens un peu exactement. Comptez au moins 1 heure. Après, si vous voulez regarder c'est marrant, les mariages de Marie-Thérèse et des enfants, bon, comptez 1h30. Hein. Là, si vous voulez regarder d'un peu plus près l'histoire autrichienne. Sur les Alpes, mais on va juste à côté, vous voyez le point rouge, juste à côté, dans l'église de la Hofburg, la Hofkirche. Alors, l'extérieur, elle est quand même pas spéciale, hein, vous voyez, hein, la Hofkirche. Moi, je trouve qu'elle manque un peu de décor. Hein, voilà. Elle a un côté un peu clown. Hein, on dirait qu'il y a un petit visage. Bon, d'accord, mais bon, quand même, pour une église de la Hofburg, ça fait triste. Enfin, je ne sais pas. Par contre, quand on rentre à l'intérieur, là, c'est autre chose. Hein, c'est autre chose. Hein. Et on retrouve qui notre première star d'Innsbruck, Maximilien Ier. Et oui, Maximilien Ier a voulu ici y faire mettre son tombeau. Voilà. Alors, il avait prévu quand même, vous voyez, c'est pas rien le tombeau, hein, parce qu'il y a le tombeau, et puis il y a bien sûr la parade. Hein. Voilà, il est accompagné par toutes ces sculptures un peu plus grandes que nature. Voilà, c'est pas rien. Alors lui, par contre, c'est pompeux. Hein. Les sculptures, ce sont les ancêtres illustres. Alors, les ancêtres, l'avantage avant, il n'y avait pas Wikipédia, hein, il n'y avait pas Internet. Donc, la généalogie, quand même, on peut la discuter, hein, parce qu'on retrouve le roi Arthur d'Angleterre, parmi d'autres, hein, et Clovis, premier roi de France. Hein. Donc, bon, c'était une généalogie plutôt arrangeante, hein, pour montrer qu'il était, en tant qu'empereur, voilà, l'héritier des plus grands rois et empereurs d'Europe. Voilà, c'est assez amusant d'ailleurs, moi je trouve, de regarder ça, parce que ça donne une idée aussi des personnages à l'époque dont on parlait, hein, qui étaient vus comme importants. Hein. Le roi Arthur, Clovis, roi des Francs, hein. Ça dépend des époques. Voilà, là, on en parlait beaucoup. C'est assez intéressant, je trouve, d'un point de vue d'histoire culturelle. Donc voilà, il a fait construire son tombeau. Alors, ça fait quand même majestueux.
hein, c'est quand même pas rien, avec la parade sur les côtés. Il y a 28 statues qui l'accompagnent, 28 personnages, mais il en avait prévu quand même 40. Hein, voilà. Alors, il est mort avant la fin des travaux, mais bon, c'était voilà, un de ses petits-fils a poursuivi les travaux, un peu réduit, mais c'est quand même très impressionnant. Hein. Je pense que c'est le tombeau le plus impressionnant d'Autriche. Alors, on y apprend, je vous dis, cette histoire culturelle de l'époque, mais aussi l'histoire vestimentaire. Parce que bien sûr, vous pensez, les portraits sont très approximatifs. Ah bah oui, très approximatifs. Mais, et puis la mode, ah bah c'est la mode de l'époque de Maximilien. Hein, c'est pas la mode, voilà, on la connaissait pas, hein, la mode du temps du roi Arthur. Hein. Voilà. Donc, ça donne une idée de la manière dont on pouvait s'habiller à l'époque. Bon, quand même si on avait les moyens hein, pour la noblesse de l'époque. Voilà, très détaillé, vraiment de très très belles sculptures. Alors quand même parmi les sculptures, il y a quand même, on remarque qu'il y a eu différents sculpteurs. Approchez-vous surtout des visages. Il y en a deux qui ont été réalisés par Albrecht Dürer, le graveur si célèbre, Albrecht Dürer. Alors je ne vous dis pas lesquels, vous les remarquerez tout de suite quand vous ferez la visite. Alors je vous disais donc mode vestimentaire. Alors là vous me direz, bah oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un porte-bonheur? Ah bah je ne sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui pensent en effet que cette brague porte bonheur. Hein. Alors, on est là devant un exemple de mode vestimentaire du XVe siècle, une brague. Alors, la brague, en réalité, elle était surtout, à la base, elle est apparue pour les armures. Hein. Pour protéger le sexe de l'homme, on faisait cette forme, voilà, pour le protéger. Et puis, à l'époque, la mode vestimentaire pour les nobles s'inspirait des modes des armures. Et du coup, on a repris cette brague, hein, l'ancêtre de la braguette, aussi pour les vêtements, hein, ce qui est assez curieux. Et alors, souvent, on aimait bien en faire des tonnes. Hein, donc, voilà, on avait des bragues assez importantes. Hein, vous voyez, c'était voilà, pour montrer, je dirais bien, pour montrer ses bourses, mais pour ne pas montrer sa bourse. Parce qu'en général, on y glissait son porte-monnaie. Et oui, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de poche sur les vêtements. Hein. Donc voilà, c'était quand même à la fois pratique, esthétique. Et puis voilà, on pouvait se montrer. Hein. C'était une manière de se la jouer quand même à l'époque. Hein. Et puis, pardon, je ne vous ai pas dit, le tombeau, en fait, ce n'est pas un tombeau, il est vide, c'est un cénotaphe. Hein, puisqu'en réalité, la dépouille de Maximilien se trouve à Wiener Neustadt. Ah oui, pas loin de chez nous, hein, enfin plus près de chez nous en tout cas que Kinsbruck. Hein, mais voilà, quand même, pour un tombeau qui n'est pas un tombeau, il a quand même vu les choses en grand. Hein, on peut dire. Et alors, vous l'avez peut-être reconnu, je suis passée un peu rapidement, et dans l'église de la Hofburg, on a notre deuxième grande star du Tyrol, Andreas Hofer. Andreas Hofer, il y a aussi son tombeau. Hein, son tombeau. Voilà. Donc, il a été, oui, c'était ça, fusillé à Mantoue. Voilà, fusillé à Mantoue. J'ai noté ça. Et alors, il porte, vous voyez, il y a un petit tissu noir sur son drapeau. Alors, ce petit tissu noir est là pour rappeler la perte de la partie sud du Tyrol suite à la Première Guerre mondiale. Hein, c'est pareil qu'on appelle en Autriche, on parle de Tyrol du Sud, en France de Haute-Adige, hein, donc qui est pour le Tyrol une perte. Hein, voilà, et donc la perte est signalée ici. Et c'est vrai que si vous regardez la presse locale, hein, vous verrez les cartes de la météo, etc. Hein, ce n'est pas le Tyrol autrichien comme on le connaît, c'est le Tyrol, on pourrait dire, historique ou culturel. Dans l'église, encore une troisième curiosité très intéressante, cette chapelle, la chapelle d'argent. Chapelle d'argent, puisque vous voyez peut-être Marie ici, et puis tous les reliefs de l'autel sont en argent, donc chapelle d'argent. Alors, chapelle d'argent, donc quand même, ça en coûte un peu d'argent, donc elle n'a pas été faite pour n'importe qui, elle a été faite pour accueillir le tombeau d'un archiduc Habsbourg, l'archiduc
Ferdinand II du Tyrol, arrière-petit-fils de notre Maximilien. Et alors, pourquoi là, Ferdinand II? Eh bien, Ferdinand II, disons que, bon, pour son tombeau, c'était délicat, puisqu'il avait voulu bien, que son tombeau soit aussi celui de sa deuxième épouse, Philippine Welser. Mais Philippine, bien, n'était pas noble. Donc, ça posait problème. Mais bon, il a quand même réussi à la mettre au pied de la Hofburg. Donc, c'est quand même pas si mal. Mais bon, voilà. Si vous aimez les histoires d'amour, la grande histoire d'amour d'Innsbruck et du Tyrol, c'est Ferdinand II et Philippine Welser. Voilà, ça c'est le romantique. Voilà. C'est pas tragique d'ailleurs, c'est une belle histoire. Une belle histoire. Dans la cour, vous voyez, alors on avait cette église austère, mais dans la cour, dans le cloître, un joli petit cloître. Alors, je vous le montre, puisque dans le cloître, il ne faut pas louper dans le coin en face une porte malheureusement un peu cachée, où il y a une super présentation sur Maximilien Ier. Une présentation historique, c'est interactif. Je n'avais pas trop vu ça. Ça fait un peu parc d'attractions, mais c'est très bien fait. C'est très, très bien fait. Du coup, ça parle à tout le monde. Vous passez de salle en salle et il y a des animations qui se déclenchent. C'est marrant. Ça dure peut-être un quart d'heure. Et vous pouvez, bon, alors, ça dépend avec qui vous êtes, mais vous pouvez le mettre en français aussi. C'est sympa. Il y a plusieurs langues. Et donc, vous avez, ça fait un petit peu un théâtre fictif, sur la vie de Maximilien Ier. Il ne faut pas le louper parce que ce n'est pas très, très bien fléché. Donc, pensez-y si vous y allez. N'oubliez pas la présentation sur Maximilien. Et alors, oui, excusez-moi. En fait, pour rentrer dans l'église, faut quand même payer un ticket d'entrée. Parce que vous avez vu, le tombeau, ce n'est pas rien. Il y a aussi la présentation. Et alors, l'entrée se trouve au niveau du musée d'art et tradition du Tyrol, le Volkskunstmuseum du Tyrol. Et du coup, bien, vous pouvez aussi visiter ce musée. Alors, moi, je l'ai fait et franchement, j'ai adoré. Bon, alors, il faut voir le temps qu'on a. Moi, j'ai adoré. Il y a beaucoup de Stube, comme des anciennes tavernes. Vous voyez, avec on est dans le Tyrol, donc il y a beaucoup de bois et puis les plafonds sont bas. Les salles ne sont pas très grandes pour garder la chaleur. C'est là où on venait manger, boire, se mettre au chaud. Il y a une très, très belle collection de Stube du 15e siècle au 19e siècle. Magnifique. Je n'ai pas pris beaucoup de photos, mais vraiment, c'est une des plus belles que j'ai vues. Beaucoup de poêles en faïence aussi, une très belle collection, des plus anciens, des plus rustiques à ceux des archiducs. Il y a vraiment de tout. Et puis la mode, la mode du Tyrol aussi. Bon, alors la mode d'une autre époque, c'était un peu moins coloré. Donc dans le Volkskundemuseum. Après, on sort et puis on traverse juste la petite rue, au point du dessus, pour jeter un œil au théâtre et à l'auditorium. Alors, c'est intéressant parce que le théâtre, vous voyez, très classique avec des colonnes. L'auditorium est, lui, très moderne, mais alors vraiment magnifique. Une très, très belle architecture et tout se mélange bien. Et je vous en parle puisque donc là, on a beaucoup de représentations, de concerts et de pièces de théâtre. Souvent, ce sont souvent, c'est la même programmation qu'à Salzbourg, mais pour des tarifs bien moins élevés. Donc, profitez-en quand vous allez à Innsbruck, regardez le programme de ces deux institutions. Bon, alors là, on a fait un petit peu de marche à pied. On n'en a pas fait tant que ça, en fait, parce que le centre est très petit, le vieux centre. Mais bon, on dirait quand même, on voit des montagnes depuis tout à l'heure. Il est quand même temps d'y monter. Il est temps d'y monter. Ah, excusez-moi, comme d'habitude, j'ai oublié quelque chose. Avant d'y monter, on regarde cette fontaine. Bon, voilà, les fontaines, mais moi, j'ai trouvé assez amusante. Vous approcherez de la fontaine qui est devant l'auditorium parce qu'elle a une très belle interprétation des cache-sexes. Par exemple, un dauphin. Et c'est vraiment bien fait, c'est assez amusant.
Il y en a de toutes sortes. Hein. Je ne vous les ai pas tous mis pour vous garder des surprises. Hein. Et donc, voilà, le jeune homme, quand même, il n'avait pas de drague. Il n'avait pas de drague, donc on lui a mis un petit dauphin. Alors, vous voyez, le dauphin, interprétation du dauphin au XVIIIe siècle. Hein. Il a des dents, il n'a pas l'air gentil. Voilà, il a une gueule de molosse, le petit dauphin. Voilà. Assez amusant. Hein. Donc, regardez bien cette jolie fontaine. Voilà. Et avant d'arriver au funiculaire. Eh oui, le funiculaire, enfin plutôt l'architecture du funiculaire, l'architecture des stations du funiculaire qui ont été faites pas par n'importe qui, par notre troisième star d'Innsbruck, Zaha Hadid, l'architecte. Alors, je dis star d'Innsbruck, elle n'a pas vécu à Innsbruck, hein, mais bon, elle est venue pour travailler sur l'architecture des stations de ce funiculaire. Voilà. On reconnaît son architecture très organique. Hein. Alors, vous la connaissez certainement, Zaha Hadid, hein, c'est une des plus grandes architectes du XXe et du XXIe siècle, architecte irako-britannique, et qui a travaillé aussi à Vienne sur la bibliothèque de la VU, de l'Université d'économie. Hein. Je vous invite à aller la voir quand vous avez l'occasion, dans le 2e arrondissement. Et donc voilà, à Innsbruck, elle a reçu donc le projet de l'architecture des stations. Alors, comme toujours, c'est difficile à retranscrire en photo, mais vraiment magnifique, vraiment. Vous avez l'impression qu'on vous met dans un glacier. Enfin, je dis ça, moi, on ne m'a jamais mis dans un glacier, hein, mais on a cette impression de vraiment d'arriver au contact des montagnes de la glace. Alors, on prend son ticket, on monte quand même pour avoir une vue sur Innsbruck et puis pour s'approcher quand même de la neige et des montagnes. Voilà, alors station au-dessus, vous voyez moi, voilà, de la neige, c'est fréquent bien sûr. Et puis on a une belle vue sur la ville. Et en face, vous voyez hein, le tremplin, le fameux tremplin des Jeux Olympiques, hein, tremplin pour le saut à ski. Voilà. Et les montagnes qui s'offrent à nous. De là, on peut commencer aussi des petits randonnées ou aller skier, bien sûr, hein, suivant l'époque. Alors, on va, voilà, au niveau d'une des stations du milieu, enfin c'est bien indiqué, on a le Alpenzoo, le zoo alpin. Le zoo alpin. Voilà, un zoo donc, où on trouve des animaux donc, des Alpes. Enfin, plutôt vraiment la faune des Alpes. Alors, là, je sais, il y avait eu une éclaircie parce que sinon, moi, j'y suis allée sous la neige, vraiment, il neigeait. Donc, j'ai seulement une photo de bouquetin. Voilà. Donc, bon, vous me direz, oui, bah oui, c'est les Alpes. Hein. Mais en tout cas, moi, je vais peu dans des zoos, mais j'ai vraiment adoré. C'était vraiment génial, très, très bien expliqué. On passe vraiment auprès des oiseaux. Enfin, on découvre vraiment complètement la faune des Alpes. C'est chouette. Surtout si jamais par la météo, vous êtes obligé peut-être d'annuler certaines randonnées ou balades en montagne, c'est vraiment sympa de venir voir les animaux ici. Et puis aussi, comme une introduction, hein, peut-être pour savoir après les reconnaître quand on s'aventure davantage dans les montagnes. Vraiment, voilà, je recommande. Alors, vous voyez ce petit, alors voilà, pardon, j'ai dit bouquetin, le chamois, pardon. Le chamois. Alors, vous voyez, c'est un chamois un peu particulier. Moi, je l'ai appelé le chamois licorne. Le chamois licorne, parce que le pauvre a perdu une corne. Bon, après, c'est fréquent, parce que parfois, ils se battent hein, pour avoir une femelle, ou alors, bon, un accrochage avec une pierre à un arbre, voilà. Donc, le pauvre a perdu le chamois licorne. Alors, il est maintenant, parce que vous voyez, il faisait mauvais temps, donc finalement, le zoo alpin, j'ai même pas pu terminer. Bon, donc voilà, du coup, voilà, il neige. Donc, on redescend, voilà, on reprend le funiculaire, et puis on traverse une petite partie, j'ai mis ça en violet, une petite partie du centre-ville pour tomber sur la fontaine de Rodolphe. Alors, Rodolphe. Alors, ce n'est pas le grand Rodolphe, hein, mais c'est Rodolphe important pour le Tyrol. Rodolphe IV de Habsbourg, c'est archiduc au XIVe siècle, archiduc d'Autriche. Et Rodolphe IV,
c'est sous son règne que le Tyrol a été rattaché à l'Autriche. Et dans les manières de l'art. Sans guerre, le Tyrol a été donné à l'Autriche. Quel beau cadeau. Alors quand même, donc pour s'en rappeler, voilà, on a la fontaine de Rodolphe. Rodolphe qui trône sur sa fontaine. Alors, bon, comme ça peut être sympathique. Par contre, quand on s'approche, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, vous voyez, on a des griffons, voilà, qui ont l'air un peu moins sympathiques et qui sont là pour protéger le Tyrol. Et oui, les griffons, pour protéger le Tyrol. Vous me direz, c'est quoi cette bête-là, le griffon? C'est un animal fabuleux. Un animal fabuleux qui a alors donc une tête d'aigle en général. Et là, c'est le cas. Alors, une tête d'aigle, enfin non, il a même tout le corps de l'aigle, parce qu'il a même d'habitude un derrière de lion. Mais bon, là, il est plutôt en aigle et avec quand même ses oreilles de cheval. Donc, un mélange des animaux, au final, un mélange des animaux qui étaient les plus appréciés autrefois. Le cheval, on en avait besoin, il coûtait cher, il était très intelligent. L'aigle, on a toujours admiré pour sa carrure, et le lion pour sa force et aussi son exotisme. Voilà, donc le griffon, bon, par contre, ça ne fait pas très accueillant le griffon. Mais bon, celui-là encore, ça va. Mais alors, celui-là dans la fontaine, en plus, c'est une griffonne. Vous voyez, il y a les mamelles. Bon, faut pas s'approcher. Faut pas s'approcher. Si elle garde les petits, c'est ça. Le griffon, enfin surtout la griffonne, réputée très agressive. Faut pas s'approcher de son nid. Donc, le Tyrol est bien protégé. Et il était bien protégé pendant là jusqu'à 500 ans, puisque cette fontaine a été construite en 1873, 10 ans après la grande fête des 500 ans de la fusion du Tyrol et de l'Autriche. Voilà. Donc, voilà, on a fêté, on fête tout le temps l'alliance des deux territoires. Alors, on va poursuivre dans les commémorations. Bon, là, pas forcément si agréable. Voilà. On va aller 2 rues plus loin sur la Landhausplatz, la place de l'hôtel de région. La place de l'hôtel de région, Landhausplatz. Là, une grande place qui a été remaniée il y a peu, qui est très jolie avec un sol clair. C'est vraiment très agréable. Et vous voyez, il y a des pistes là pour faire du snowboard et tout. Alors, c'est sympa. Du coup, les gens viennent se retrouver là. C'est vraiment, vraiment très sympathique. Et sur cette place, très accueillante, il y a 4 monuments commémoratifs très importants. Le premier, on est encore dans le Tyrol qui rejoint l'Autriche, avec ce monument qui date des années 60 et qui est là pour commémorer, de 63 pour commémorer les 600 ans du Tyrol dans l'Autriche. Et alors lui, par contre, il ne met pas en vedette Rodolphe IV, l'Autrichien, mais Margaret du Tyrol, la Tyrolienne, celle qui a fait cadeau du Tyrol à Rodolphe. Et oui, comme ça, cadeau sur un papier. Et alors, Margaret, pour la petite histoire, elle n'était pas très bien vue. Parce elle n'avait pas accepté son premier mariage. Elle a quitté son premier mari, mais bon, elle a fait un divorce qui n'était pas un vrai divorce. Du coup, le pape l'a carré. Et puis, elle s'est remariée. Donc, elle s'est mariée alors qu'elle n'était pas divorcée. Elle s'est remariée sans être divorcée du premier mari. Donc, du coup, elle est mal vue, excommuniée par le pape. C'est pas rien, Margaret, elle a vécu des choses. Et du coup, elle a eu un surnom peu flatteur, mais bon, je trouve intéressant pour ceux qui apprennent l'allemand comme moi. On l'appelait Margaret Maultasch. Maultasch. Ça voudrait dire grande gueule. Margaret la grande gueule. Bon, c'est vrai qu'il fallait avoir quand même du courage pour se marier sans être divorcée à l'époque. Elle avait du caractère. Mais en réalité, c'était ceux qui ne l'aimaient pas qui lui avaient donné qui a donné ce surnom, parce qu'en réalité, ça faisait référence à une prostituée rien que ça, parce qu'elle avait décidé de ne pas accepter le premier mariage arrangé. Et oui, Margaret Maultasch. Voilà.
Moltage, pardon. Donc voilà, c'est grâce à Margaret, hein, donc on peut quand même être sympa avec elle, que le Tyrol a rejoint l'Autriche. Bon, alors là, vous me direz un monument commémoratif assez sympathique. Elle a construit une tour. Ah oui, mince, je vois le commentaire de Jean-Yves. Elle a construit une tour à Marseille. Oui, tu parles de Zaha Hadid. Oui, oui, une tour, oui. Alors, oui, Zaha Hadid, n'hésitez pas à regarder sur Internet, vraiment, sur le site, hein, parce qu'elle avait un cabinet d'architectes gigantesque à Londres et vous avez tous les projets qu'elle a réalisés partout dans Londres. Alors ici, on a la Vereinigungsbrunnen, hein, la fontaine des alliances. Alliance, alors là, on n'est pas du tout sur de l'international, non, on est sur du local. On est là pour commémorer le fait que des villages se soient fondus dans la ville d'Innsbruck pour la rendre plus grande. Voilà. Alors, je ne savais pas qu'on pouvait faire des monuments commémoratifs pour ça. Je crois que c'est le premier que je vois. Et ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'il date, vous voyez, c'est une fontaine quand même moderne qui date de 1999 et qui commémore la fusion avec des villages qui étaient au bord d'Innsbruck en 1904 et dans les années 40. Voilà. Alors, on les commémore, vous voyez, en 1999 hein, pour la fusion avec cette fontaine. Voilà. Originale. Ici, on a une menorah, le chandelier à 7 branches des Hébreux, un objet de culte pour les Juifs, et qui est là pour commémorer, malheureusement, le pogrom de novembre 38, de novembre 1938. Hein. Donc, on l'appelle le Pogrom-Denkmal, le monument commémoratif du pogrom de novembre 38, hein, qu'on connaît, nous, par l'école, par l'expression « nuit de cristal hein, », qu'on essaie de ne plus employer, hein, mais donc qui correspond à ce pogrom de novembre 38, hein, 4 jours et 4 nuits d'horreur pour les Juifs. Hein. Alors, partout dans le Reich de l'époque, hein, le Reich allemand, donc c'était l'Allemagne et l'Autriche, et à Innsbruck, comme partout dans le Reich allemand, on a saccagé la synagogue, voilà, on a sorti tous les objets de culte, on les a détruits, on a mis le feu, on a saccagé l'intérieur, on a fait peur à beaucoup de Juifs de la ville, on leur a confisqué des choses, on en a tué certains, emprisonné d'autres, hein, envoyés en camp de concentration. Voilà. Et donc, pour commémorer ce pogrom, ce monument sur la place de l'hôtel de région. Et dernier monument commémoratif d'importance, vous voyez, presque un arc, enfin plutôt, non, là on est sur une porte avec 5 ouvertures et qui est là pour commémorer la libération du Tyrol, la libération des nazis. Hein. Et ce monument a été construit par les Français entre 1946 et 1948, puisque les Français étaient la force d'occupation du Tyrol, aussi du fort Alberg à côté et d'une partie de la ville de Vienne, hein, mais donc du Tyrol. Et donc, entre 1946 et 1948, les Français font construire ce monument de la libération. Et on peut voir dessus inscrit en français « Pour ceux qui sont morts pour la liberté de l'Autriche ». Et donc là, les Français incluent toutes les forces de libération et aussi les forces résistantes. La phrase, ou plutôt l'expression, est traduite en anglais et en russe, mais pas en allemand. Mais bon. Mais il y a quand même, voilà, on comprend bien ce dont il s'agit. Hein. Donc, on est vraiment sur un monument pour la liberté, voilà, et qui ne fait pas forcément la part belle, enfin si en partie, mais pas tant que ça à l'occupant, comme sur d'autres monuments, comme on a par exemple notamment ceux des soviétiques, hein, qui eux font toujours
la part Berle à l'Armée rouge. Même si bon, l'Armée rouge aussi, bien sûr, a contribué à la libération de l'Autriche. Alors, dernière escapade, bah, vous me direz, bah oui, bah, c'est une visite organisée par Amélie, donc il faut qu'on voit un château. Hein. Donc, on va aller au château d'Ambras, qui se trouve dans la ville. Hein. Ambras fait partie de ces villages qui ont été incorporés dans la ville en 1904, je crois, enfin au XXe siècle. Et donc, pour y aller, on peut prendre un tram ou un bus. Hein. Pas de problème pour s'y rendre avec les transports ou bien sûr en voiture. Hein, il y a un grand parking. Voilà, le château d'Ambras. Un très, très, très beau château de la Renaissance, enfin Renaissance des Alpes. Et alors, à Ambras, eh bien, on retrouve Ferdinand II du Tyrol, celui qui avait sa chapelle avec sa deuxième épouse, Philippine. Hein, voilà. Et donc là, on est vraiment dans la demeure de Ferdinand II, qui était à l'époque quand même assez riche, hein, et qui adorait les arts et l'architecture. Donc, il a fait reconstruire le château. Et voyez en bas là, une galerie Renaissance, une grande galerie qui reprend l'architecture du palais de Grenade de Charles Quint. C'est pas rien. Et oui, Charles Quint, puisque Charles Quint était l'oncle de Ferdinand II. Hein, donc, alors, un oncle vraiment illustre. Hein. Donc, voilà, il a voulu copier en partie le palais de Grenade de son oncle Charles Quint avec cette galerie. On passera après à l'intérieur, ne vous en faites pas. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est les intérieurs. Il n'y en a plus vraiment à visiter comme des appartements, mais il y a le musée. Ah oui, pardon. Et il y a aussi les pans. Il y a des pans partout dans le parc. Alors, vous voyez, moi, quand j'y suis allée, il faisait froid. Hein, ça se voit. Les pans, là, ont froid. Mais donc, il y a à l'intérieur une très belle collection d'œuvres d'art. Et notamment, on commence par les armures. Des armures en tout genre, de différentes époques. Là, très amusant, l'armure d'un géant. Un homme qui faisait, je ne sais plus, c'est 2,30 m ou 2,50 m, un Italien, que du coup, Ferdinand II avait fait venir à la cour, hein, parce que on aimait bien voir ces forces de la nature, ouais, ces curiosités de la nature. Et donc, pour ce géant qu'on aimait présenter quand on voyageait, ou alors que les voyageurs aimaient voir, on lui avait fait faire une armure à sa taille. Et donc, elle est conservée à Ambras. Et à côté, pour accentuer l'effet de grandeur, il y a des armures pour enfants. Après, on passe dans des salles où on pourrait se dire on est déçu. Eh bien oui, enfin moi je vous le dis, en fait j'étais déçue, puisque là on a des reproductions. Des reproductions, mais que si on habite à Vienne, on connaît probablement. Puisque ces portraits, vous voyez, c'est la famille donc de l'époque de Ferdinand II, famille qui avait le visage très poilu. On pourrait dire la famille des chats. Et alors, comme c'était curieux d'avoir des gens si poilus, alors pareil, on les faisait se montrer à la cour et on faisait des portraits d'eux parce que bon, on voulait quand même avoir des images de cette famille si originale. Et ces portraits, ils se trouvent à Vienne, au Kunsthistorisches Museum, comme une grande partie des objets d'art qui se trouvaient à Innsbruck, ici dans le château d'Ambras, puisque c'est dans ce château, dans ces pièces, que Ferdinand II avait son énorme, gigantesque cabinet de curiosités. Vraiment des objets d'art, des curiosités de la nature qu'il conservait ici et qui étaient parmi les plus rares en Europe, les plus chers aussi, et donc naturellement, on a pour la plupart rapporté à Vienne. Alors là, la présentation est quand même intéressante, puisqu'on met donc des factices, enfin non, plutôt des images de ces œuvres d'art, mais telles qu'elles étaient présentées à l'époque. Et c'est assez intéressant de voir comment Ferdinand II voulait mettre les œuvres, les correspondances. Parfois, c'était par rapport aux couleurs ou par rapport aux matériaux, mais pas forcément par rapport aux origines de ces objets. Hein, donc, c'est assez intéressant à voir. On a aussi représenté les objets perdus. C'est aussi très intéressant.
Alors, parmi les curiosités qui sont toujours sur place, on a le portrait, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu, très célèbre, de cet homme qu'on a promené partout tant qu'il vivait encore, hein, ce chevalier qui, lors d'un tournoi, s'est pris une perche dans l'œil. Et alors, tellement bien placé qu'il a survécu à ses blessures. Et oui, puisque la perche est passée sous le cerveau, et donc il a vécu. Voilà. Alors, on a quand même coupé les extrémités de la perche, mais donc il se promenait comme ça, et donc beaucoup de gens voulaient son portrait, hein, parce que bon, si on l'avait vu, c'était quand même quelque chose, hein, d'avoir vu cette star de l'époque, hein. Là, on a donc beaucoup d'objets d'art, là, vous voyez, des coraux dans lesquels on a taillé la crucifixion du Christ, hein. Là, donc vraiment très 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 beaux objets. Et dans la galerie, je vous disais tout à l'heure, imitation Charles Quint, on l'appelle donc naturellement la salle espagnole, 43 mètres de long, cette très grande salle, donc Renaissance de l'époque de Ferdinand II pour donner des bals et des réceptions. Alors Ferdinand II aussi avait un hammam qu'on peut aussi visiter avec des fresques qui sont encore là. Et puis, vous voyez, à l'intérieur, dans la cour, voilà, des grisailles, des graffitis gris, hein, qui imitent les sculptures, voilà, d'époque, hein, très très bien restaurées et conservées. À l'intérieur aussi, un petit musée de la Poste, hein, je vous l'ai dit au départ, on a vu le palais qui avait été occupé par la famille Thurn und Taxis, hein, ceux qui ont vraiment développé la Poste, qui avait le privilège impérial. Et donc là, on a un petit musée sur l'histoire de la Poste, vraiment très intéressant, et aussi du coup de cette grande famille de l'Empire. Alors, merci d'avoir suivi la visite d'Innsbruck.